Madame, Monsieur, bonsoir. Yaorana, bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 14 avril. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Les téléhouses inaugurés ce matin, ces hébergements temporaires accueilleront 12 sans-abri en formation au centre d'accueil Tevayete, un projet qui s'inscrit dans le cadre du plan de dignité humaine lancé par le pays. Un déploiement progressif est prévu dans d'autres communes. C'est officiel, Jean-Paul Pastorel est le nouveau président de l'Université de Polynésie. Il succède à Patrick Capolsini pour un mandat de 4 ans renouvelable. Qu'en pensent les étudiants? Quelles sont leurs attentes? Nous nous rendrons à l'UPF avant de faire connaissance en plateau avec le nouveau président. Jean-Paul Pastorel est notre invité. Et puis nous irons aux côtés de jeunes en situation de handicap. Chaque lundi, ils quittent leur centre pour affronter les obstacles du quotidien. Un parcours semé d'embûches tant les défis à relever sont nombreux. Les premiers hébergements temporaires pour les sans-abri ont donc été inaugurés ce matin. Le projet baptisé Telehouse comprend 5 conteneurs aménagés pour 12 sans-abri actuellement en formation au centre d'accueil Tevayete. Le concept a coûté 8 millions de francs et pourrait être déployé dans d'autres communes. Les détails, c'est avec Sam Tainaori. Inspiré du concept des tiny house, les 5 téléhouses inaugurés ce matin disposent d'une porte, de 2 fenêtres, de 2 à 3 lits d'une place, d'une lumière, de 2 prises électriques et d'un climatiseur. Pour le reste des équipements qui leur auraient valu l'appellation tiny house, il faudra se rendre à l'accueil Tevayete. Ce sont des téléhouses qui sont adjointes au centre Tevayete, qui servent d'hébergement aux stagiaires, aux 12 stagiaires, donc oiseaux des rues qui sont en formation cuisine. Ça leur permet, plutôt que de retourner dans la rue après la formation, après les heures de formation, de dormir dans ces petits farets qui sont très bien aménagés. Tu l'as dit, ils ne comportent pas de blocs sanitaires, de blocs douches, puisqu'ils ont la possibilité d'utiliser ceux du centre. Pour les autres cas d'utilisation, à savoir par exemple les victimes d'intempéries, les gens qui ont été expropriés, expulsés, qui sont dans l'urgence. L'idée ici, c'est réellement de pouvoir projeter ces farets au plus près de leur lieu de vie habituel, de ne pas proposer à des gens de Papéry de venir à Pirée, mais d'amener ces maisons jusqu'à leur lieu de vie habituel. Et il faudra à ce moment-là effectivement envisager soit d'avoir peut-être 1 ou 2 farets qui seraient équipés en bloc douche, en bloc cuisine, soit d'avoir des farets un peu plus grands qui intègrent cette partie cuisine et bloc sanitaire. Avant de pouvoir répondre aux urgences des familles sinistrées, ces téléhouses seront testés par les stagiaires de Tevayete durant leur période de formation. Le pays est propriétaire des structures, les services sociaux sont gestionnaires et l'accueil Tevayete attributaire. L'important, c'est aussi qu'ils n'aient pas le sentiment qu'ils sont là, que c'est acquis. Ils sont là pour le temps de la formation. C'est vraiment pour leur donner tous les moyens de réussir, mais en même temps, c'est pas pour les installer. Donc voilà, c'est ça l'enjeu. C'est un projet pilote, donc on se revoit dans 6 mois et puis on parle un petit peu, puisque dans 3 mois, 4 mois, la formation de nos actuels qui sont en formation sera terminée. On aura une autre formation qui se mettra en place, mais donc d'ici 4 mois, on pourra déjà voir un petit peu comment ça fonctionne et comment il réussit. Après, on va l'adapter. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est destiné exclusivement à ceux qui sont en formation à l'accueil Tevayete, le temps de la formation. Annoncé depuis plus de 10 ans, le projet de foyer des jeunes travailleurs devrait prendre le relais de cette téléhouse pour les stagiaires formés à Tevayete. Les téléhouses pourront être déplacés sur Tahiti ou dans les îles pour répondre aux besoins des familles sinistrées. La vice-présidence travaille actuellement avec les municipalités pour établir un cahier des charges afin d'installer ces structures sur des terrains communaux selon la nécessité. Les prix à la consommation poursuivent leur inflation, plus 1,4% entre décembre 2023 et décembre 2024, selon le dernier bilan de l'ISPF, l'Institut de la statistique en Polynésie. Une inflation portée notamment par la hausse des tarifs des loyers. Explication avec Esther Cuneo. France, Nouvelle-Zélande, Australie ou États-Unis,
Si à l'échelle mondiale, l'inflation ralentit pour atteindre son plus bas niveau depuis 2021, ce n'est pas le cas en Polynésie. Entre décembre 2023 et décembre 2024, l'Institut de la statistique relève une hausse de 1,4%. Et ce sont notamment les loyers d'habitation qui tirent les prix vers le haut, plus 4% sur un an. Une nouvelle hausse qui vient s'ajouter aux 5% de 2023. Un poste qui représente près de 8% des dépenses de consommation des ménages polynésiens. A l'inverse, l'inflation du côté des produits alimentaires a ralenti en 2024, tout comme les prix des vêtements, ou encore celui des communications, qui marque une baisse de 47% en l'espace de 4 ans. Une baisse spectaculaire, liée notamment à la concurrence tarifaire et technologique sur les forfaits mobiles et Internet entre les opérateurs mobiles de la place. Mais depuis 2021, la hausse cumulée des prix atteint plus de 12%, une situation qui impacte en priorité les ménages les plus modestes. Car les dépenses pour des besoins essentiels comme se nourrir et se loger représentent forcément une part importante de leur budget. L'information circulait depuis quelques semaines et c'est officiel depuis ce matin. Jean-Paul Pastorel est élu nouveau président de l'Université de Polynésie. Il succède à Patrick Kapolsini, dont il était le vice-président du conseil d'administration. Avant de le recevoir en plateau, nous avons voulu connaître les impressions sur cette nouvelle nomination et les attentes au sein de l'UPF. C'est avec Athéna Milcam et Mérété Atto. Centre de savoir, tremplin des ambitions, l'Université de Polynésie accueille chaque année des milliers d'inscrits. Après 2 mandats à la tête de l'UPF, le professeur Patrick Kapolsini passe les commandes au professeur Jean-Paul Pastorel, qui aura pour vice-président au conseil d'administration le docteur Gaëtan Bisson. Un changement qui s'accompagne bien sûr d'attentes, à commencer par les jeunes représentants au CA. Déjà, je lui souhaite bonne chance pour son mandat. Et aussi, au niveau d'avenir étudiant, nos attentes, c'est surtout de faire en sorte que tous les étudiants de l'université aient une vie agréable à l'université. On a beaucoup de projets, surtout pour ce qui concerne les associations, les logements, etc. Sur le campus, la nouvelle se répand doucement. Les étudiants soulignent un cadre de vie agréable. Des efforts ont déjà été réalisés pour améliorer la sécurité sur le site, y compris dans les centres d'hébergement, et ils sont à poursuivre. Quelques absences de professeurs sont pénalisantes. Même si des rattrapages sont assurés, des pistes d'amélioration sont évoquées tant sur le bien-être étudiant que sur la validation des acquis. Moi, personnellement, c'est plus par rapport sur la validation de la première année, parce que j'aimerais bien qu'on instaure sur le fait que même si nous ayons la moyenne, on puisse le valider que de faire par bloc. Parce qu'en fait, c'est divisé par bloc, alors qu'il y a des personnes justement qui ont la moyenne, qui ont au moins entre 10 voire 12, mais qui n'ont pas validé leur bloc disciplinaire, qui ne pourront pas passer justement en L2. Donc du coup, c'est un peu complexe par rapport à ça. En soi, la cité universitaire, elle est assez top. C'est juste certains points comme la buanderie. On est 40 sur un plateau pour une grosse machine à laver et un sèche-linge. Et en bas, il me semble que c'est pareil, mais eux, ils sont 30. Mais voilà. Du coup, si on a un des deux qui tombe en panne, on est un peu... Déjà, de consolider l'existant, parce que personnellement, l'université, j'interviens ponctuellement depuis 2 ans sur les fins de cycle, pour justement rapprocher les étudiants du monde professionnel venant moi de l'entreprise. Et ça, c'est déjà une orientation qui a été donnée au niveau de l'université. Et de ce que j'ai entendu, c'est que cette tendance devrait s'accentuer pour vraiment professionnaliser les filières. Je pense que ça va dans le bon sens parce qu'on a toujours intérêt à rapprocher le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Entre ambition étudiante, impératif pédagogique et ouverture au monde professionnel, le chantier est vaste pour le nouveau président. Jean-Paul Pastorel, bonsoir. Yorana. Merci d'être présent ce soir sur le plateau de TNTV. Vous succédez donc à Patrick Kapolsini. Vous étiez le vice-président du conseil d'administration de l'UPF, chargé entre autres des relations internationales. Vous êtes titulaire d'un doctorat d'État en droit. Vous étiez également maître de conférence à l'université de Corse. Vous êtes professeur à l'université de Polynésie depuis 2005. Qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre la présidence de l'université de Polynésie française ? Alors, comme vous l'avez dit, j'ai fait 2 mandats de vice-président aux côtés du président Patrick Kapolsini.
à qui je tiens d'ailleurs à rendre hommage, ainsi qu'à toute l'équipe de gouvernance dans laquelle j'ai œuvré, j'ai travaillé. On a lancé de gros projets qu'il va falloir réaliser et mes collègues m'ont sollicité et m'ont prié de bien vouloir porter ces projets pour les années à venir, parce qu'on a de gros chantiers à implémenter. Et j'ai accepté à condition que ce soit une démarche collaborative, une démarche collective. Et c'est ce qui me rend ambitieux pour les années qui viennent. À venir. Alors on parle de grands projets ambitieux. Je pense notamment à ce projet baptisé Naoura. Est-ce qu'on peut en savoir Naroua, excusez-moi. Est-ce qu'on peut en savoir plus ce soir? Oui, c'est un projet en réalité de transformation de l'université qui est soutenu par notre tutelle, par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est un projet qui doit être décliné sur 8 ans pour avoir une université plus attractive, plus inclusive aussi, avec des formations professionnalisantes et une université ouverte sur la société et en même temps à l'international. Votre défi au quotidien, finalement, c'est de toujours répondre aux besoins du pays. Tout à fait, c'est l'université de la Polynésie française au service de la jeunesse polynésienne, mais avec une vocation à s'ouvrir à l'international, parce qu'on ne peut pas rester cloisonné. On a des voisins dans le pourtour du Pacifique Sud, et le projet Naroua dont vous parliez à l'instant implique des partenariats étroits avec des universités australiennes, néo-zélandaises, hawaïennes. Donc c'est aussi une façon de faire rayonner la France dans le Pacifique, d'aucuns diraient dans l'Indo-Pacifique, selon la formule que notre président de la République aime à développer. Alors, en parlant du Pacifique, justement, vous êtes en collaboration avec l'Université de Nouvelle-Calédonie pour ce projet, un projet de création d'un Sciences Po Pacifique. On en est où aujourd'hui? Alors, c'est un projet qui suit son cours. Nous avons des accréditations à obtenir. Nous sommes en train d'y travailler. J'ai demain matin, très tôt, une visioconférence avec le cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur à Paris. Et donc, on travaille aussi de conserve avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour mettre au point cette formule qui pourra permettre de former des cadres et des cadres supérieurs à la fois en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est un beau projet. Et il faut travailler sur ce dossier pour pouvoir le faire aboutir. Un projet qui pourrait voir le jour en 2026, si 2026-2027, si tout se passe bien. C'est un peu chaud pour 2026, mais on va essayer de tenir le cap. Alors, l'Université de la Polynésie, c'est aussi de la recherche. Un nouveau pôle a vu le jour en 2023. Quelles sont vos ambitions à ce sujet? Une université, j'ai envie de dire, c'est d'abord de la recherche, parce que même les formations sont appuyées sur la recherche. Il n'y a pas de formation ambitieuse si elles ne sont pas appuyées sur la recherche. Vous avez parlé du pôle recherche, qui effectivement est un très beau bâtiment, qui permet de regrouper toutes les forces vives de la recherche. Mais il faut savoir aussi que la recherche, ça n'est pas que l'université. Il y a des organismes nationaux de recherche, je pense au CRIOB avec le CNRS, la Maison des sciences de l'homme qui est à l'intérieur de l'université avec la tutelle CNRS, c'est l'IFREMER, c'est l'IRD, et tous ces organismes de recherche sont réunis sur un site qui est le site Résipol, qui permet de déployer des gros programmes de recherche ambitieux, des programmes nationaux, mais aussi des programmes européens. Alors justement, les programmes européens qui sont actuellement ébranlés par l'arrivée de Trump, le retour de Trump au pouvoir. Donald Trump qui a fait de nombreuses coupes budgétaires, empêchant le financement de programmes de recherche internationaux, remettant également en cause les collaborations scientifiques internationales. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude actuellement au sein de l'université? Alors, il faut faire le départ entre des effets d'annonce, des annonces parfois un petit peu brouillonnes, et puis ce qui va se faire sur le temps long.
Hein, donc on va voir si les annonces se concrétisent, sous quelle forme, comment, à quel niveau, à quelle hauteur. Et puis on verra aussi d'ici quelques mois, d'ici un an, si ça impacte la recherche à l'international et si ça impacte la recherche européenne et française. Donc pour le moment, je crois qu'il faut raison garder, il n'y a pas d'affolement à avoir. La recherche se décline au niveau national, au niveau européen. On a déjà beaucoup à faire dans ce cadre-là et nous verrons si nous sommes impactés durablement par ces annonces. Donald Trump qui a tendance à faire parfois marche arrière. Voilà, donc on peut imaginer qu'il y ait des réajustements aussi au niveau de la recherche. Alors, Jean-Paul Pastorel, autre défi également pour l'université, celui de son classement. Il est actuellement classé 68e sur 69 pour son taux de réussite en licence, juste avant l'université de Nouvelle-Calédonie. Un classement réalisé par le magazine L'Étudiant pour cette année 2025. Pourquoi l'UPF est toujours en stagnation stagne en bas? Qu'est-ce qui manque pour remonter dans ce classement? Alors, c'est un sujet de préoccupation, il faut qu'on s'y attelle. C'est vrai qu'on reçoit, parce qu'on est une université de proximité, une petite université, et qu'on accueille tous les étudiants qui acceptent de s'inscrire dans notre université, parfois avec des baccalauréats qui sont de bons baccalauréats. Je pense à des bacs professionnels, à des bacs technologiques, mais qui ne sont pas forcément adaptés à des études supérieures plus théoriques. Donc il faut mettre en œuvre des moyens pour accompagner ces étudiants, éventuellement... Donc à vous adapter. Oui, éventuellement à les réorienter aussi, à leur donner un background, un bagage pour leur permettre parfois de revenir sur des BTS ou sur le marché de l'emploi. Et même s'ils échouent, par exemple, en première année ou dans des parcours comme Paréo, qu'on a mis en œuvre avec le concours du ministère de l'Enseignement supérieur, eh bien, s'ils arrivent à se réorienter, à avoir une belle formation, à se réorienter aussi sur le marché de l'emploi, pour moi, c'est une réussite. Même si dans le classement, ça pèse un peu sur nos statistiques. Et par ailleurs, nous devons aussi travailler à avoir des formations attractives, des formations performantes. Donc ça, c'est un chantier, c'est un challenge que nous devons relever dans les années à venir. Et qui vous attendent dans les années à venir. Tout Merci beaucoup, Jean-Paul Pastorel, d'avoir été notre invité ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et sachez que Patrick Capolsini sera l'invité de Mike Léral dans l'émission Éclairage qui sera diffusée ce mercredi à 19h20. L'occasion de faire le bilan pour le président sortant. Le conflit dure maintenant depuis presque un mois. La grève à l'APER Apurad se poursuit. Une nouvelle rencontre a lieu en fin d'après-midi. Pas de signature de protocole d'accord, mais les discussions progressent. La semaine dernière, la direction a proposé une augmentation de 3% pour les salaires inférieurs à 300 000 francs et de 1% pour les salaires entre 300 000 et 600 000 francs. Une hausse qui nécessite des précisions. On écoute Lucie Tifna, secrétaire générale du syndicat Hauteuil. Elle est au micro de Thomas Chabrol. Il n'y a pas de signature. Et on s'est accordé, il y a eu des discussions. Et demain, on se revoit. Et puis on verra à ce moment-là. S'il y a signature, il faut qu'on voit les leaders, ceux qui n'étaient pas là, la CSIP, FO, même si mon ami est là, mais il y a quand même le grand boss en France. Forcément, on se donne un délai, c'est normal. Et puis demain, après-midi, on verra. Parce qu'ils veulent maintenir sur le salaire de base, donc c'était pas tranche de salaire. Alors qu'il y a une demande qui avait été faite, proposée vendredi sur la notion d'indice. Et là, forcément, ça change des choses parce qu'il y a des personnes qui vont intégrer, qui ne sont pas prévues. C'est l'augmentation de la première tranche de 3%. Qui vont être impactés. Et ça, forcément, on n'a pas le coût financier qui va être généré par ça, par cette nouvelle demande. Et là, forcément, ceux qui sont devant nous aujourd'hui, qui représentent la direction, n'ont pas forcément eu mandat, d'accord, pour pouvoir nous dire s'ils sont OK ou non. Voilà.
Nous vous proposons à présent une immersion aux côtés de jeunes adultes en situation de handicap. Chaque lundi, ils quittent leur centre pour affronter les obstacles du quotidien en fauteuil électrique. Leur mission, ce matin, se rendre en centre-ville pour un achat. Mais vous le verrez, il y a encore beaucoup à faire pour favoriser l'inclusion. Rarhau Maha Cheong sur les images et interviews de Naya Bennett. Sur le papier, cela ressemble à une sortie simple au départ du quartier de la mission. Mais dans les roues, des trottoirs hauts, des rues étroites et des parcours semés d'embûches, travailler avec les règles de sécurité routière, apprendre à les visualiser, anticiper un trajet et ses difficultés, voici les nombreux défis du jour. Là, ça va, ça s'est bien passé. Après, c'est que des fois, ça peut être compliqué. Par exemple, il peut y avoir des voitures sur le trottoir qui nous obligent à prendre la route. Et voilà. Il y a des complications comme ça, mais aujourd'hui, ça allait. Adaptation ou autonomie, des mots qui demandent souvent de contourner les obstacles. Si les fauteuils sont maîtrisés, la ville l'est beaucoup moins. Dans le handicap, le maître mot, c'est l'adaptation. C'est l'adaptation de l'environnement à la personne porteuse de handicap, mais aussi la personne porteuse de handicap qui s'adapte aussi à son environnement. Ça va dans les deux sens. L'idée, c'est que chacun dans la société essaye de faire une partie du chemin. Les personnes handicapées font énormément d'efforts et la collectivité, les personnes non handicapées doivent aussi faire une partie de l'effort. Et au-delà des trottoirs, d'autres freins plus silencieux existent. Le transport, l'accès aux bâtiments et surtout l'emploi. Et si l'autonomie commence par une simple demande de vie pour un stylet, l'inclusion, elle, demande bien plus que cela. L'inclusion et la valorisation des personnes en situation de handicap qui seront à l'honneur dans le cadre des Journées polynésiennes du handicap. Elles auront lieu du 22 au 25 avril au parc Aurei Tinihau. Cette bonne nouvelle pour les Raromatei, le Hawaiki Nui 2 est en route vers le Whenua. Construit aux Pays-Bas, le nouveau navire de 87 mètres de long a été mis à l'eau en janvier. Ce week-end, il a franchi les étroits canaux néerlandais. Une opération très méticuleuse, comme vous le voyez sur votre écran. La goélette rejoindra bientôt la mer pour des tests techniques avant de traverser l'Atlantique, direction Panama, puis Tahiti. Le Hawaiki Nui 2 transportera des passagers, des véhicules et des marchandises vers les Raromatei. Son arrivée est prévue mi-juin. Et pour refermer ce journal, sachez que les Austral West ont été placés en vigilance orange par Météo France. Un risque de forte pluie est attendu entre Rurutu et Rimatara durant cette nuit de lundi, avec des cumuls potentiellement importants. Cumuls qui devraient se déplacer vers Tubuai puis Reivave demain. La population est appelée à faire preuve de prudence. Voilà, merci de votre fidélité au journal de Tahiti Nui Télévision. Juste après, retrouvez Tau Whenua Tauora, focus sur les artisans du musée de Tahiti et des îles. Ce sera suivi de 2 épisodes de Mademoiselle Holmes. Enfin, l'émission Enquête exclusive. Je vous souhaite une très belle soirée, un excellent début de semaine. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.